C'est bonjour à toutes et à tous. Kif Mal'ada. Donc, j'ai le plaisir d'être parmi vous pour vous parler et pour interagir, échanger avec vous sur la fiscalité des entreprises, plus particulièrement sur l'impôt sur les sociétés. Donc, nous avons réservé auparavant, nous avions consacré 2 séances pour l'impôt sur les sociétés. La première et la deuxième séance, donc nous avions parlé du champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Et nous avons également, pendant la deuxième séance, abordé la base imposable, l'assiette de l'impôt sur les sociétés, que nous n'avons pas encore terminé. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de terminer cette deuxième partie relative au champ d'application, à l'assiette, à la base imposable. Donc la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur les charges déductibles. Nous avions parlé des produits imposables et nous avons commencé de parler des charges déductibles. Donc on a listé une à une les conditions de déductibilité des charges. Nous avons évoqué avant la fin de la dernière séance, donc nous avons évoqué les charges déductibles, mais dans certaines limites, avec limitation. Donc, nous sommes arrêtés sur donc j'essaie de défiler pour arriver au voilà. Donc les cadeaux. La dernière fois, nous nous sommes attardés sur les conditions de fond, les conditions de forme, les cas particuliers de charges, notamment les primes d'assurance vie contractées par la société sur la tête de ses dirigeants et de certains de ses collaborateurs, donc, et les primes d'assurance vie contractées au profit des salariés, et auquel cas ce sont des primes assimilées à des compléments de salaire et donc déductibles lors du versement de la prime. Les provisions aussi, nous avons évoqué les provisions, nous avons dit qu'il y a les provisions généralement font l'objet de beaucoup de débats entre le contribuable, entre la société contribuable et l'administration fiscale, parce que c'est un élément d'estimation et donc tout élément d'estimation implique des contestations de part et d'autre. Donc on le voit souvent dans le cadre des missions et des contrôles fiscaux, de la vérification de la comptabilité réalisée par l'administration fiscale. Donc souvent cet élément fait l'objet de beaucoup de débats et de beaucoup de contestations de la part des contribuables. Donc il faut veiller à ce que les conditions de fond et de forme soient respectées pour pouvoir prétendre à la déductibilité des provisions. Nous passons maintenant aux charges déductibles avec limitation. Donc le premier cas de charge déductible mais avec limitation, c'est ce sont les cadeaux publicitaires. Donc les cadeaux publicitaires, ce sont des dépenses réalisées par les sociétés pour faire de la publicité, pour promouvoir ses produits, promouvoir son image de marque auprès de ses partenaires et notamment ses clients. Et donc ces cadeaux publicitaires doivent respecter 2 conditions essentielles pour pouvoir les déduire
au niveau du résultat fiscal de la société. Donc, première condition, c'est la valeur unitaire. Nous allons voir par la suite pour les autres cas de charges déductibles qu'il y a des limitations en termes de montant forfaitaire global. À l'inverse, les cadeaux publicitaires, ils ont été limités à une valeur unitaire et non pas une valeur globale. Donc, valeur forfaitaire unitaire maximale de 100 dirhams par article. Deuxième condition, ces cadeaux, ces articles doivent porter, bien évidemment, donc cela découle de source, puisque ces cadeaux ont pour objectif de promouvoir l'image et les marques de la société, et donc ils doivent nécessairement porter soit la raison sociale, soit le nom, soit le sigle de la société, son logo, soit la marque des produits qu'il fabrique ou dont elle fait le commerce. Nous avons une petite application pour étayer ces deux conditions. Donc, on suppose qu'une société a effectué les dépenses suivantes en fin d'année. Donc, achat de coffret de chocolat, ce qui arrive souvent. Donc, on achète des articles, on offre des cadeaux en fin d'année aux clients et aux partenaires de la société. Et donc, cette société a acheté des coffrets de chocolat pour ses clients. Donc, ces coffrets de chocolat d'une quantité de 150 articles, donc 150 coffrets de chocolat pour une valeur totale de 18 000 dirhams TTC. Le nom de la société a été bien évidemment apposé sur ces coffrets. Bien évidemment, pour qu'ils puissent réaliser leur objectif de promotion de l'image et des produits de la société. Et donc, dans le cas d'espèces, nous avons 18 000 dirhams TTC. Donc, bien évidemment, cet achat est comptabilisé en valeur, toute taxe comprise, puisque la TVA n'est pas récupérable pour les cadeaux. Et donc, ils sont comptabilisés en TTC, non pas en hors taxe. Donc, on doit prendre la valeur TTC et la diviser par le nombre d'articles pour avoir la valeur unitaire et s'assurer que on n'a pas dépassé le maximum admis par la réglementation fiscale. Donc, 18 000 dirhams divisé par 150 000, cela nous donnera 120 dirhams, supérieur à 100 dirhams, et donc cet achat n'est pas déductible, bien que ces cadeaux portent le nom de la société, ils ne sont pas déductibles, et donc il faut les réintégrer totalement. La pratique administrative veut que ces cadeaux soient réintégrés totalement quand la valeur unitaire dépasse 100 dirhams. Donc c'est une position qui ne fait pas l'unanimité. Moi personnellement, j'estime que la société, quand il dépasse les 100 dirhams unitaires, il peut toujours déduire à hauteur de 100 dirhams et réintégrer le surplus. Donc mon avis personnel là-dessus est qui s'oppose à l'avis de l'administration fiscale. Donc bien que en pratique la position de l'administration fiscale n'est pas opposable aux contribuables, donc il appartient aux contribuables de bien évidemment d'argumenter et de défendre sa position et pour avoir une base imposable qui soit à la hauteur de ces produits, ces charges effectivement admissibles. Donc valeur unitaire. Donc pour le deuxième, nous avons aussi un deuxième exemple d'achat de 200 agendas portant le logo de la société pour des partenaires pour un montant TTC de 20 000 dirhams. Donc, dans ce cas d'espèce, nous avons 200 agendas. C'est un cas rencontré souvent en pratique. Donc, des sociétés qui fabriquent des agendas, des stylos, des articles, divers articles pour leurs
pour leurs partenaires, pour leurs clients, leurs fournisseurs et les autres partenaires avec lesquels travaille la société. Donc, dans ce cas d'espèce, nous avons des articles qui portent le logo. Donc, première condition satisfaite. Deuxième condition par rapport à la valeur unitaire. Donc, ici, je fais suite à la position de l'administration fiscale. Donc, ce qui est souvent applicable par l'administration fiscale. Et bien évidemment, quand il y a lieu, je donne ma position personnelle sur telle ou telle question. Donc, valeur unitaire, 20 000 dirhams sur 200. Donc, nous donnera 20 000 dirhams TTC sur la quantité des agendas. Donc, cela nous donnera 100 dirhams. Donc, on a respecté aussi bien la première condition que la deuxième condition. Et donc, cet achat, aux yeux de l'administration fiscale, il est déductible. Je reviens au premier exemple. Donc, par rapport à ma position, donc j'estime que la société peut toujours déduire jusqu'à 100 dirhams par article. Donc, 18 000 dirhams TTC, il peut déduire jusqu'à 15 000 dirhams TTC et le surplus, c'est-à-dire ce qui équivaut à 3 000 dirhams TTC, il doit le réintégrer au niveau tableau de passage du résultat comptable vers le résultat fiscal. Deuxième cas de charge déductible avec limitation, ce sont les dons. Donc les dons, ce sont des sommes accordées par la société à des organismes à titre dans le cadre de sa responsabilité sociale et pour aussi social et de mécénat. Il peut donner des dons, donner une somme d'argent, en argent en nature, à des associations, à des organismes qui opèrent dans le domaine social et qui ont un objectif ou un but non lucratif. Donc pour les dons, il y a une limitation pour un cas spécifique. Donc ce qui est prévu par la loi, c'est que en dehors des organismes cités dans l'article 10 du Code général des impôts, qui liste les organismes qui peuvent bénéficier des dons et qui liste c'est essentiellement les organismes qui sont exonérés de façon permanente de l'IS. Donc, y compris les associations détenant le statut d'utilité publique. Donc, en pratique, nous avons des associations qui ont le statut qui leur est accordé par l'État, donc le statut d'utilité publique. Ce sont des associations qui couvrent, qui ont un certain réseau important et qui opèrent dans le domaine social, qui offrent des prestations qui sont reconnues par l'État, et donc ils peuvent avoir, en fournissant un dossier, ils peuvent prétendre avoir le statut d'utilité publique. Donc, en dehors des organismes cités, donc les organismes cités, nous les avons dans l'article 10, donc les habous. Donc, je peux citer quelques exemples que vous pouvez avoir, donc retenir en tête. Donc, nous avons les habous publics, nous avons l'entraide nationale, nous avons bien évidemment les associations reconnues d'utilité publique qui obéissent au DAIR, à la réglementation du droit d'association, donc DAIR de 58 tel qu'il a été modifié et complété par différents textes ultérieurs. Les associations ayant conclu avec l'État une convention de partenariat, donc ça, on va l'évoquer tout de suite. Les établissements publics, donc les établissements publics dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la recherche et de la santé. Nous avons aussi un certain nombre d'organismes qui sont connus, l'Université Al-Akhawayn d'Ifrane, la Ligue nationale de lutte contre les maladies, la Fondation Hassan II, la Fondation Cheikh Zayed Ibn Sultan, la Fondation Mohamed V, Mohamed VI, Fondation Mohamed VI, Comité olympique national, les agences de promotion de développement régional. Nous avons aussi les associations de microcrédit
et les offres sociales des entreprises publiques ou privées. Donc, dans le deuxième cas, c'est-à-dire que pas pour les charges limitées à 2 pour 1000. Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est que en matière de dons, il y a deux cas de figure, selon la nature du bénéficiaire. Donc, s'il s'agit d'un bénéficiaire organisme cité par l'article 10, tel que j'ai évoqué tout à l'heure, y compris les associations reconnues d'utilité publique, il n'y a pas de limite de montant. Donc, pas de limite de montant. Vous pouvez donner ce que vous voulez, il n'y a pas de limite de montant. À l'inverse, donc s'il s'agit d'autres associations qui sont conventionnées avec l'État, donc cette condition de convention avec l'État, d'avoir une convention avec l'État a été rajoutée par il y a 2 ans, je pense, la loi de finances de 2018 ou 19, il a conditionné la déduction des dons dans la limite de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires aux taxes pour les autres associations qui ont une convention avec l'État. Donc les associations qui sont conventionnées avec l'État, il y a d'un côté il y a les associations reconnues d'utilité publique, donc pas de limite, et les autres associations qui sont conventionnées avec l'État qui n'ont pas le statut d'utilité publique, la limite déductible des dons est de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe du donateur, de la société donatrice. Et aussi, c'est aussi valable pour les organismes œuvres sociales publiques et privées. Donc les œuvres sociales, les organismes d'œuvres sociales, pour les créés par les établissements publics ou privés, sont aussi les dons qui leur sont accordés sont limités à 2 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe du donateur. Donc le surplus par rapport à ces 2 pour 1000, il doit être réintégré lors du calcul du résultat fiscal. Donc, grosso modo, il y a 2 cas de figure. Il y a ceux pour lesquels on n'a pas limité le montant des dons. C'est les organismes cités par l'article 10 que je viens de citer et les associations reconnues d'utilité publique. Et vous avez le deuxième cas, c'est les autres associations conventionnées avec l'État et les offres sociales publiques des établissements publics et privés limités à 2 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe du donateur. Maintenant, on va passer au troisième cas des charges déductibles avec limitation. Ce sont les amortissements des véhicules de tourisme. Donc, pour ce volet-là, la loi a limité la déduction des amortissements des véhicules de tourisme à 300 000 dirhams, à une valeur totale de 300 000 dirhams TTC sur 5 ans. Donc, ce qui va donner 60 000 dirhams par an complet. Parce qu'il faut tenir compte aussi de la date d'acquisition de véhicules et donc prendre en considération l'amortissement au prorata temporis. Même principe s'applique aussi pour les redevances de crédit bail sur ces véhicules. Donc que le véhicule tourisme, donc véhicule tourisme, c'est des véhicules personnels, donc utilisés par la direction générale, par le personnel de la société pour leur transport personnel. Et donc, l'amortissement de ces véhicules est limité fiscalement en termes de déduction à 300 000 dirhams sur 5 ans, TTC sur 5 ans. La TTC parce que la TVA sur le véhicule tourisme, n'est pas récupérable. Et donc, on doit absolument prendre le montant TTC de l'acquisition de véhicule. Donc ici, je rappelle sur cette diapo, les taux d'amortissement qui sont admis fiscalement. Donc pour les immeubles, c'est du 4, en fonction de leur destination 4 ou 5. Donc construction légère 10%, matériel, installation 10 à 15%. Le gros matériel informatique, c'est 10 à 20%. Matériel informatique, petit matériel informatique, périphérique programme 20 à 25%. Mobilier logiciel 20%. Matériel roulant, donc matériel de transport 20 à 25%. Donc soit sur 4 ans, soit sur 5 ans. Outillage de faible valeur 30%. Donc outillage par exemple
Donc l'exemple le plus du genre cité, on peut aussi citer pour l'outillage de faible valeur, c'est tout ce qui est matériel utilisé par les hôtels sur les couverts, et donc la vaisselle, les cuillères, les fourchettes et tout ce qui s'ensuit est considéré comme un outillage de faible valeur, et donc il peut être amorti sur donc au taux de 30%, 3 ans et quelques. Donc, je rappelle ici que, quelle que soit la modalité d'acquisition de véhicules, que ce soit par location, par achat normal ou par location à longue durée ou par crédit bail, la même règle s'applique, c'est-à-dire qu'on doit toujours prendre le montant d'acquisition du véhicule et se limiter à 300 000 dirhams TTC sur 5 ans, et donc 60 000 dirhams par an complet, et réintégrer le surplus. Donc ici, nous avons un cas spécial pour lequel on a omis donc un équipement amortissable sur 5 ans, sur les amortissements, amortissable sur 5 ans, et dont la première dotation a été omise. Donc on a oublié de comptabiliser la première dotation, donc la dotation de la première année. Donc le principe, c'est que toute charge doit être rattachée à l'exercice de son engagement, et donc cette omission n'est pas permise fiscalement, et par conséquent on doit réintégrer la dotation puisque c'est une charge qui relève d'un exercice antérieur. Donc on ne peut déduire que les charges qui relèvent de l'exercice en question. Donc on est en 2020, donc on ne peut déduire que les charges qui sont engagées en 2020. Par contre, les charges qui ont été engagées et qui concernent les exercices antérieurs, ils sont automatiquement illico presto réintégrés au niveau de tableau de passage. Donc vous avez ici une application sur la voiture de tourisme. Donc le prix d'acquisition d'une voiture de tourisme est de 500 000 dirhams. Acquis, c'est un véhicule ou une voiture acquise le 1er janvier N. On n'a pas de problème de prorata temporis. Donc, dotation d'amortissement comptable, c'est 500 000 fois 20%, donc amortissement sur 5 ans, 100 000 dirhams. La dotation d'amortissement déductible, qui est autorisée admis par le Code général des impôts, 300 000 dirhams fois 20%, donc 60 000 dirhams. Et donc, montant réintégré, c'est le différentiel, la différence entre les deux, 100 000 moins 60 000. Cela nous donnera 40 000 dirhams à réintégrer sur l'exercice N. Deuxième cas, voiture de tourisme acquise par crédit bail. Donc, premier cas, c'était une acquisition normale, donc une acquisition par les fonds propres de la société. Deuxième cas, c'est acquisition par crédit bail ou leasing. Acquisition le 1er juin N. Donc, le prix d'achat par la compagnie de leasing est de 480 000 dirhams TTC, et le loyer redevance annuelle est de 120 000 dirhams TTC. Donc, pour cette deuxième petite application, donc quel est, à votre avis, le montant réintégré? Donc, bien évidemment, il faut tenir compte, donc, quelle que soit la modalité, il faut appliquer la règle, c'est-à-dire la règle, c'est le maximum déductible, c'est 300 000 dirhams TTC sur 5 ans. Ici, en pratique, on voit des cas de sociétés qui appliquent, quand il s'agit de leasing, de crédit bail, ils prennent le montant des loyers annuels et ils déduisent
le maximum autorisé qui est de 60 000 dirhams par an, bien évidemment en tenant compte du prorata, et il réintègre le différentiel, ce qui est une erreur, bien que parfois on pratique sur certaines missions de contrôle fiscal, donc réalisées par l'administration fiscale, certains inspecteurs estiment qu'il faut prendre comme base le montant des loyers annuels et non pas le montant ou le prix d'achat du matériel en question, ce que je considère comme une position qui est en contradiction avec ce qui est prévu par le Code général des impôts, qui fait la loi en matière fiscale. Donc moi j'estime qu'il faut toujours prendre le prix d'achat en matière de leasing, de crédit bail, au même titre que pour une acquisition normale par les fonds propres de la société, il faut prendre toujours le montant d'achat du véhicule, pour la simple raison que le loyer comprend aussi bien une partie d'amortissement du véhicule, mais également les intérêts facturés par la compagnie de leasing. Donc en matière d'intérêt, il n'y a pas de limitation. Et cette partie doit être maintenue intacte et elle est déductible totalement. Par contre, au niveau de l'amortissement, nous avons la limitation de 300 000 dirhams sur 5 ans, soit 60 000 dirhams par an. Et donc, on doit logiquement prendre comme base le prix d'achat du véhicule. Donc, pour le cas d'espèce, nous devons prendre 480 000 dirhams TTC, moins le plafond autorisé sur 5 ans, c'est 300 000 dirhams. 300 000 dirhams, et bien évidemment en tenant compte du prorata puisque le véhicule il a été acquis le 1er juin et non pas au début d'année. Ce qui nous donnera 7 mois d'amortissement. Donc 480 000 dirhams moins 300 000 dirhams fois le taux fois 20% amortissement fois le prorata temporis, donc 7 sur 12. Donc cela nous donnerait le montant de la dotation à réintégrer. Donc troisième cas, ou quatrième cas plutôt. Donc nous avions vu les cadeaux, nous avions vu les dons, les amortissements des véhicules tourisme. Donc quatrième cas de charges déductibles avec limitation, ce sont les intérêts versés sur les comptes courants des associés. Donc les comptes courants, les associés avancent des fonds à leur société, ce qui constitue ce qu'on appelle les comptes courants. Donc les associés peuvent avancer des fonds soit sous forme de capital, qui est donc comptabilisé en capital, soit sous forme d'avance à court terme, qui sont portés sur les comptes courants. Donc sur ces comptes courants, ils peuvent prétendre à avoir des intérêts annuellement. Ces intérêts sont limités par la loi fiscale. Donc il faut qu'ils respectent un certain nombre de conditions pour prétendre à leur déductibilité. Donc première condition, qui est une condition bloquante, c'est la nécessité, l'obligation pour la société qui veut déduire ses intérêts d'avoir un capital social entièrement libéré. Donc le raisonnement est simple, qui est derrière est simple, le raisonnement derrière est simple, c'est que le législateur fiscal considère qu'on ne peut parler de compte courant et d'avance en compte courant que si le capital a été entièrement et effectivement libéré, réellement libéré. Donc quand il s'agit de sociétés qui ont un capital qui n'est pas entièrement libéré, qui est libéré pour une partie, donc on sait très bien que les sociétés peuvent libérer à la Constitution un minimum de 25% du capital et le reste est libéré sous 4 ans.
Bien évidemment, l'année de constitution est également comptée dans ce délai. Donc, si le capital n'est pas entièrement libéré, il n'est libéré que pour une partie, ses intérêts ne sont pas déductibles. Ils doivent être réintégrés en totalité. Par contre, si nous avons la première condition qui est une condition bloquante, comme je l'ai dit, s'il est respecté, s'il est satisfait, donc on peut passer à la deuxième et troisième condition. Deuxième et troisième condition portent sur le montant et sur le taux d'intérêt pris en compte par la société. Donc, deuxième condition, le montant des comptes courants ne doit pas dépasser le montant de capital social ou la part de chaque associé dans le capital social. Donc, le maximum qui peut être admis fiscalement, c'est la part de chaque associé, à hauteur de la part de chaque associé, le montant qui est à hauteur de la part de chaque associé dans le capital. Nous allons le voir dans l'application que vous voyez sur la diapo, application A. La troisième condition, c'est le taux. Donc, il ne faut pas que le taux d'intérêt appliqué par la société, taux d'intérêt sur les comptes courants, il ne faut pas qu'il dépasse le taux de rémunération réglementaire qui est fixé par la loi. Donc, chaque année, il y a un taux réglementaire des comptes courants associés fixé par le ministère des Finances sur la base du taux de rémunération des bons du Trésor des derniers 6 mois. Donc, pour cette année, normalement, le taux est calculé sur la base des taux des bons de Trésor appliqués durant le deuxième semestre de l'année 2019. Donc, nous avons ici, pour étayer ce propos et pour illustrer de manière claire ces trois conditions, nous avons une application A, donc soit une SARL dont le capital et les comptes courants des associés se présentent comme suit. Donc, nous avons deux associés. Excusez-moi. Donc, nous avons deux associés, l'associé A et l'associé B. L'associé A, donc, il a une part de capital de 600 000 dirhams, 60% du capital, tandis que l'associé B a 400 000 dirhams de part dans le capital, donc 40%. Donc, ce qui nous donne un capital de 1 million de dirhams, une société qui a un capital de 1 million de dirhams. Et les comptes courants sont aussi répartis comme suit. Donc, l'associé A a 800 000 dirhams, il a avancé 800 000 dirhams à la société, et l'associé B a avancé 700 000 dirhams de fonds à la société, sous forme de compte courant, donc des fonds à court terme. Donc, les comptes courants inchangés pendant toute l'année. Donc, ici, pour simplifier, on dit que ces comptes courants n'ont pas été modifiés au cours de l'année. Donc, sinon, on doit prendre en considération, dans le calcul de l'intérêt, donc prendre en considération les différents mouvements qu'il y a eu au cours de l'année. Donc, ces comptes courants sont rémunérés autour de 10%. Le taux réglementaire maximum de déduction fiscale est de 4%. Donc, vous voyez ici que nous avons aussi bien les montants que le taux d'intérêt qui est appliqué, mais également le taux d'intérêt qui est maximum fixé par le ministère des Finances, qui est de 4%. Donc, travail à faire. Si le capital n'est pas entièrement libéré, est-ce que ces intérêts sont déductibles? Bien évidemment, la première condition qui est condition obligatoire et bloquante. Donc, si le capital n'est pas entièrement libéré, ces intérêts ne sont pas totalement déductibles. Donc, ils doivent être réintégrés pour leur totalité. Donc, les 10% qui a été calculé sur le montant des comptes courants, 800 000 plus 700 000 dirhams pour les deux associés, doit être réintégré en totalité. Pour la deuxième question, si le capital est totalement libéré, ces intérêts sont-ils déductibles? Dans quelles limites?
Donc, pour cette deuxième question, si le capital est totalement libéré, donc nous avons la première condition sur la libération du capital qui est satisfaite. Donc, on passe à la deuxième et troisième condition. Deuxième condition concerne le montant du capital. Donc, on doit se limiter à la part de chacun dans le capital, puisque ici, pour l'associé A, nous avons 800 000 dirhams contre 600 000 dirhams dans le capital, et donc on doit prendre 600 000 dirhams comme base de calcul des intérêts. Le même raisonnement, on le fait pour B, qui a mis 400 000 dirhams dans le capital et a mis un montant supérieur dans les comptes courants de 700 000 dirhams. Donc on doit se limiter à 400 000 dirhams comme base de calcul des intérêts. Donc, ces intérêts sont déductibles, mais il faut réintégrer le surplus. Donc, le surplus qui a été calculé par la société sur la base des comptes courants et tout en prenant en considération le taux d'intérêt de 10% au lieu du taux d'intérêt réglementaire fixé à 6%. Donc, vous pouvez toujours faire cet exercice chez vous. Et si vous avez, donc vous avez ici vous avez les données et vous avez la règle matière de déduction des intérêts sur les comptes courants. Vous pouvez toujours le faire chez vous si vous avez des difficultés. Donc on peut, si vous voulez, en parler la prochaine fois. La deuxième application, donc une application qui est similaire à la première application, mais dans ce cas-là, j'ai intégré les mouvements qu'il y a eu au cours de l'année sur les comptes courants. Donc, contrairement à la première application où nous avions un montant de compte courant inchangé durant toute l'année, ici j'ai mis donc les mouvements qu'il y a eu. Donc c'est des mouvements de versement et de retrait que l'associé B a effectué sur ses comptes courants d'associés. Et ici, on considère que le capital est entièrement libéré. Donc, c'est similaire à la deuxième question de la première application, mais en modifiant l'historique, on apporte une modification sur l'historique durant l'année, sur les changements qu'il y a eu sur les comptes courants de l'associé B. Donc, solde dans le début de l'exercice 1, 500 000 dirhams. Donc, le 1,4, versement de 100 000 dirhams. Le 15,6, retrait de 100 000 dirhams. Le 39, versement de 50 000 dirhams. Et le premier 12, versement de 50 000 dirhams, de manière à avoir le même solde que ce qu'on avait sur l'application A, c'est-à-dire 700 000 dirhams. Donc, 500 000 dirhams plus 200 000 dirhams, cela nous donne 700 000 dirhams. Moins 100 000 dirhams, donc 600 000 dirhams. Plus 50 000, donc on revient à 700 000 dirhams. Il faut tenir compte de ces mouvements pour calculer par date. On calcule le solde du compte courant, la durée du prêt, parce qu'il s'agit d'un prêt, compte courant c'est un prêt de l'associé à la société, et les intérêts dus par la société durant cette période. Donc, calculer le travail à faire, calculer le montant des intérêts non déductibles à réintégrer. Ensuite, donc, après avoir vu les 4 premières catégories de charges déductibles avec limitation, maintenant nous allons parler de la 5e catégorie, je crois la dernière, des charges déductibles avec limitation. Il s'agit des dépenses faites en espèces. Donc, les dépenses faites en espèces, il y a quelques années, on pouvait déduire les dépenses payées en espèces dans la limite de 10 000 dirhams. 10 000 dirhams, dans la limite de 10 000, sans dépasser un montant de 10 000 dirhams TTC. 10 000 dirhams par facture. Donc il y a avec la loi de finances, je pense, de 2018, il y a eu un changement au niveau du montant maximum autorisé par facture.
par jour et par fournisseur. On a aussi introduit cette variante relative au jour et aux fournisseurs. Donc, le maximum qu'on peut déduire, c'est 5000, actuellement de 5000 dirhams par jour et par fournisseur, avec aussi une contrainte par mois qui est de 50 000 dirhams par mois et par fournisseur. Bien entendu, les charges personnelles et les impôts et taxes échappent à cette contrainte, donc ils peuvent être déduits sans limitation de montant. Donc ici, on parle, la contrainte concerne principalement les achats de marchandises, les matières et fournitures, les travaux, prestations de services, les autres charges d'exploitation, ainsi que les charges externes et les dotations aux amortissements des immobilisations. Donc cela concerne aussi bien les charges que les dotations d'amortissement. Donc une immobilisation acquise, donc la facture, quand il dépasse 5000 dirhams TTC, il faut réintégrer la totalité de la dotation d'amortissement, puisque au niveau des charges, l'impact de l'immobilisation se trouve au niveau de la dotation d'amortissement. L'immobilisation est comptabilisée au niveau de l'actif et son application au niveau des charges se trouve dans les dotations d'amortissement. Ici, nous avons une application pour illustrer cette contrainte. Donc, au cours de l'année 2019, une entreprise a payé en espèces. Elle a payé en espèces les dépenses suivantes. Achat de marchandises 5000 dirhams TTC, prestation de services 4500 dirhams hors taxes, paiement du salaire d'un employé 6500, paiement d'impôts et taxes 12 500 dirhams, donc payé en espèces toujours, et paiement effectué pour le fournisseur Alpha durant le mois de mars, une facture par jour, facture 1, facture 2, facture 3, facture 4, facture 5 et facture 6. Donc cette application permet de comprendre et d'assimiler les contraintes en matière de déduction des dépenses payées en espèces. Donc, le premier achat, donc achat de marchandises, 5000 dirhams TTC. Donc, il faut savoir qu'en matière de dépenses payées en espèces, on a la même règle aussi bien au niveau de l'IS qu'au niveau de la TVA. Donc, la même règle s'applique. Si la dépense payée en espèces dépasse 5000 dirhams par jour et par fournisseur avec une limite de, bien évidemment, soit l'une soit l'autre. C'est-à-dire quand il dépasse 5000 dirhams par jour par fournisseur, quand il dépasse 50 000 dirhams par mois par fournisseur, donc la totalité de la charge est réintégrée, donc il n'est pas déductible. On raisonne par montant TTC, donc sur la base du montant TTC, sur la base du montant payé. Donc on raisonne sur la base du montant TTC payé et on réintègre sur la base du montant comptabilisé. C'est une distinction importante à faire en matière de paiement en déduction des dépenses payées en espèces. Donc, premier cas, achat de marchandises, 5000 dirhams TTC. Donc, vu que le plafond est de 5000 dirhams par jour et par fournisseur, donc cette charge est déductible, qu'on n'a pas dépassé 5000 dirhams. Deuxième cas, prestation de service, 4500 dirhams hors taxe. 4500 dirhams hors taxe, il faut passer au montant TTC. Donc 4500 dirhams hors taxe donne 5400 dirhams. Donc en prenant en considération un taux de TVA de 20%, donc cela donne un montant TTC de 5400 dirhams. 5400 dirhams. Et donc c'est un montant qui dépasse le plafond de 5000 dirhams, donc à réintégrer totalement. Paiement du salaire d'un employé, donc salaire, on a parlé de ça, donc salaire et impôts et taxes ne sont pas concernés par cette contrainte. Et donc, les salaires peuvent être payés même au-delà de 5000 dirhams en espèces. Paiement d'impôts et taxes aussi, le même cas, donc impôts et taxes et salaires ne sont pas concernés, donc totalement déductibles. Paiement effectué pour le fournisseur Alpha. Donc, sur ce cas-là, il faut veiller à l'application du plafond mensuel.
Donc, durant le mois de mars, on a payé première facture 4500 dirhams TTC. Donc, par jour, c'est une dépense qui est en principe déductible, qui n'a pas dépassé les 5000 dirhams. La facture n'a pas dépassé 5000 dirhams TTC. La facture, mais il faut aussi raisonner par mois. Facture 2, donc quand on veut, à la fin d'année, quand on veut calculer le résultat fiscal, quand on analyse les dépenses faites par caisse, en espèces, il faut raisonner montant par jour et par fournisseur, mais aussi montant par mois, le montant mensuel payé en espèces. Facture 2, donc 12 000 dirhams TTC, donc on a dépassé le plafond quotidien. Donc c'est une charge qui n'est pas déductible. Facture 3, 18 000 dirhams aussi, le même raisonnement. Facture 4 aussi. Facture 5, 24 000 dirhams. Donc on doit raisonner par rapport au plafond mensuel. Donc si on fait la sommation de toutes ces dépenses, donc cela nous donnera un montant qui est supérieur à, donc je crois 13 000, 25 000, 25 000, 49 000, 59 000, 68 000. Donc cela nous donnera 68 000 plus 5 000 dirhams. C'est 73 000. Donc cela nous donnera 73 000 dirhams payés durant le mois de mars pour le fournisseur Alpha. Et donc toutes ces dépenses en espèces doivent être réintégrées totalement puisqu'on n'a pas respecté la limite mensuelle de 50 000 dirhams par mois et par fournisseur. Dernier point sur cette partie de base imposable pour la séance d'aujourd'hui, puisqu'il nous restera aussi de voir le déficit reportable au cours de la prochaine séance. Donc, dernier point à voir aujourd'hui, ce sont les charges non déductibles. Donc, les charges non déductibles, nous avons les amendes, pénalités, majorations pour infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, ce sont des charges non déductibles totalement. Il n'y a pas contrairement aux charges déductibles et aux charges déductibles avec limitation. Ici, on réintègre toutes ces charges. Donc, première nature de charge, c'est les amendes, pénalités, majorations légales, fiscales, réglementaires et pénales. Donc ici, il faut savoir que les amendes et pénalités majorations d'ordre contractuel, majoration de retard par exemple au paiement commercial, majoration aux pénalités appliquées par un client ou appliquées par un partenaire, sont déductibles puisqu'il s'agit de pénalités de majoration d'ordre contractuel. Quand il s'agit de pénalités de majoration ou d'amendes d'ordre légal ou réglementaire, ce sont des éléments qui ne sont pas déductibles. Donc, pour consacrer encore la pénalisation, c'est une double pénalité puisque vous payez la pénalité et vous n'avez pas le droit de déduire cette pénalité d'un point de vue fiscal. Donc, c'est une double sanction. Nous avons aussi les montants des achats, des travaux et des prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom du contribuable. Donc cela découle des règles en matière de présentation et de présentation de la comptabilité. Le Code général des impôts prévoit la nécessité de justifier toute dépense ou tout achat par une facture régulière ou par toute pièce probante similaire établie au nom du contribuable. Donc la facture, il faut avoir une facture avec toutes les mentions légales, la date, le nom et les mentions légales concernant le fournisseur, le nom du client, la raison sociale du client et son numéro d'ICE, la prestation, la nature de la prestation, la quantité, le prix unitaire, le montant hors taxe, le montant de la TVA, le montant TTC, et bien évidemment aussi
toutes les mentions de nature à identifier la nature de la prestation, mais aussi la nature et l'identification du client et du fournisseur. Donc sur les mentions légales, donc nous avons l'identifiant fiscal du fournisseur, son numéro de registre de commerce, son numéro d'identifiant commun de l'entreprise, son numéro de CNSS, son adresse, etc. Troisièmement, les montants des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité. Donc tous les achats et les prestations qui sont faits gratuitement, donc sans contrepartie, sont considérés comme des charges non déductibles. Par exemple, un abandon de créance est considéré comme une libéralité puisqu'il n'a le fisc ou l'administration fiscale ou le Code général des impôts considère tout achat ou toute prestation qui n'entraîne pas une contrepartie ou qui ne sert pas théoriquement l'intérêt de la société est considéré comme une libéralité non déductible. Sur ce volet-là, il y a beaucoup de débats sur un certain nombre de choses que l'administration fiscale considère comme libéralité, comme par exemple les remises de fin d'année, les gratuités que la société peut être amenée à faire à ses clients, qui sont considérés comme des libéralités et donc ils sont redressés au moment du contrôle fiscal. Les montants des contributions de solidarité, par exemple la contribution de solidarité sur les bénéfices qui a été instituée il y a quelques années et qui est aujourd'hui aussi applicable au-delà pour les sociétés qui réalisent 40 millions, je pense 40 millions dirhams de résultats, donc qui doivent payer une contribution solidarité. Donc cette contribution solidarité n'est pas déductible. Et nous avons aussi le montant de la taxe écologique sur la plasturgie, de la taxe spéciale sur le fer à béton et de la taxe spéciale sur la vente du sable, qui est aussi, sauf erreur de ma part, est une charge non déductible. Donc je vais me contenter de cette partie du cours. Donc voyons maintenant s'il y a des questions sur les commentaires des internautes, ceux qui suivent le live. Donc bonjour monsieur Monchier, merci beaucoup, merci à vous. Bonjour, merci beaucoup pour ces efforts, merci, c'est moi qui vous remercie. S'il vous plaît monsieur, j'ai besoin du régime auto-entrepreneur. Le régime auto-entrepreneur, on va en parler au niveau de l'impôt sur le revenu, donc deuxième chapitre de ces cours sur Qarayaftar. Merci de nous préciser prime d'assurance vie. Prime d'assurance vie, on en a parlé, donc prime d'assurance vie, il y a deux cas. Nous avons le cas des assurances vie contractées sur la tête des dirigeants pour le compte de la société. Dans ce cas-là, ce sont des primes d'assurance qui ne sont pas déductibles puisqu'on considère fiscalement que ce sont des placements financiers. Placements financiers pour couvrir éventuellement le cas ou l'incident ou le sinistre lié à la perte d'un des dirigeants. Et donc pour se prémunir contre les risques de cette nature, certaines sociétés peuvent être amenées à contracter des assurances vie sur la tête de leurs dirigeants et donc ils reçoivent au moment du décès ou de l'invalidité de leurs dirigeants, ils reçoivent un capital avec des intérêts. Donc au moment du versement de la prime, cette prime n'est pas déductible au niveau de l'IS, mais au moment de l'encaissement du capital, le capital, donc on soustrait toutes les primes qui ont été versées sur les différentes années passées, et donc la société ne paye l'IS que sur la plus-value réalisée sur ce placement. Quand il s'agit par contre de primes d'assurance vie versées pour le compte des salariés, ce sont fiscalement parlant, ils sont considérés comme des compléments de salaire
Et donc, ce sont des charges de personnel qui sont déductibles. Donc, la prime, il est déductible fiscalement. Et au moment de l'encaissement du capital plus les intérêts, la société paye sur l'intégralité de ce qu'il va recevoir le moment venu. Donc, il y a une question, ce dernier cas comprendra le prorata temporis des comptes courants multipliés par le taux fiscalement déductible. Je pense que cela concerne les intérêts sur les comptes courants. Donc, les intérêts sur les comptes courants, on se limite, si le capital est entièrement libéré, on se limite au, donc, bien évidemment, la première condition satisfaite, capital entièrement libéré. Au moment du calcul de la partie à réintégrer, on doit prendre, bien évidemment, la part de l'associé dans le capital, doit se limiter à sa part dans le capital, et au taux fiscalement déductible, taux réglementaire fiscalement déductible. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des questions posées sur la page Facebook du live. Donc je vous remercie pour votre attention. Donc à la prochaine séance, la semaine prochaine, Inch'Allah, mardi, même heure, même endroit, sur page Qaraïa Dar. Portez-vous bien, protégez-vous et protégez vos proches et familles. Et n'hésitez surtout pas à me faire part de vos commentaires, soit sur la page Facebook de Qaraïa Dar, soit sur la page Facebook de YouTube. Et à la prochaine, Inch'Allah. Ma salama.